On ira, on saura sauver notre existence. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Bonjour, je suis Sophie de Croisette. Bonjour, je suis Jérôme Mouscadet. Et on va vous raconter la folle histoire de Code Lyoko. Tout a commencé par un court-métrage pour Annecy de Thomas Romain et de Tania Palombo, ce qui a donné un développement de série avec un pilote qui s'appelait Garage Kids. Et moi, c'est à ce moment-là que j'arrive. Là, je rencontre Tania, Thomas, et en fait, jusque dans les années 1998-1999, la mode, c'est Disney. Avec l'arrivée de la génération de Tania et de Thomas, arrive la mode des mangas. Et donc plus réaliste, avec des sentiments plus durs, avec une économie d'animation qui était différente, etc. Et déjà, l'idée d'avoir deux mondes, c'est une idée de Thomas et de Tania, qui voulaient aussi faire à la fois de la 2D, qui est une technique de dessin, et de 3D, c'est-à-dire à partir d'ordinateurs, d'images créées par ordinateur. À l'époque, c'était très moderne. Et Jamais fait. Jamais fait. La 3D arrive en série, et ça, c'est quelque chose de très nouveau à l'époque. Les premières séries 3D sont françaises. Le challenge narratif, c'était de trouver une formule qui puisse à la fois combiner la vie des collégiens lycéens et puis leurs aventures virtuelles pour lutter contre cette intelligence artificielle qui veut détruire le monde. Ça avait une charge symbolique très forte et à mon avis qui a fait le succès de la série, c'est-à-dire que c'est le jeu vidéo qu'on éteint à la fin. Internet est né en 96, enfin, et chez nous à partir de 96-97, donc c'est 5 ans plus tard, donc c'est très très récent. Donc le fait de parler d'un monde virtuel dans lequel on est dans le réseau, etc., tout ça, ça résonnait justement. Et d'un point de vue valeur, enfin de ce qu'on voulait transmettre aux enfants, c'est que voilà, le virtuel c'est super, on s'amuse, mais la réalité c'est aussi autre chose, et donc ça anticipe en fait ce qu'on vit aujourd'hui, donc ça c'est assez intéressant. On s'est un peu inspiré du jeu vidéo ou des jeux de rôle aussi, dans le sens où les personnages, notamment les monstres sur Lyoko, avaient tous des fiches de personnages avec des points de vie, des capacités, des failles, des points faibles, etc. Et donc on a vraiment formaté pour que ce soit très crédible au niveau des combats. Je jouais beaucoup à l'époque, ouais, mais même avant, c'était Doom, c'était Quake. Et nous, on était cette génération-là, en fait. Au départ, il y avait ce côté œil de Xana qui surveille. Et donc, c'était la métaphore. Voilà, c'était un peu œil de Sauron. Big Brother. Et il y avait le côté Big Brother. Et donc, on est parti sur la métaphore de l'œil, ça, je me souviens bien. C'est une intelligence artificielle, donc elle n'a pas d'existence corporelle, en fait. Mais on a bataillé parce qu'effectivement, il y a eu des demandes de personnifier le méchant. On a vu une inspiration plus cyberpunk, mais il n'y avait pas de message anti-technologique. Enfin, il y a un épisode avec des téléphones portables. C'était l'état, à l'époque de l'écriture, de la technologie des téléphones portables. Elle était comme ça. Un souci, Elisabeth? Ah, il ne marche plus. Pardon? Au prix qu'il a coûté? Je t'avais dit de prendre le modèle au-dessus. Cette utilisation vraisemblable de la technologie, ça, on s'y est beaucoup attaché. C'est-à-dire que s'il y a un problème de téléphone portable, que ce soit vraisemblable, que le spectateur puisse y croire. Et je pense que ça a beaucoup fait dans le succès de la série aussi. Retour vers le passé. Alors, le retour vers le passé a été instauré comme formule récurrente par un scénariste qui en fait voulait pallier au problème de l'histoire, c'est-à-dire que Xana intervenant sur Terre, il fait d'énormes dégâts et les autres humains qui sont dans le collège sont censés voir ces dégâts et comment faire pour tout réparer sans que ça mette la puce à l'oreille à tout le monde et qu'ils disent tiens c'est quand même bizarre. Et donc cet auteur a eu l'idée de générer un retour vers le passé dont les héros sont exempts parce que eux ils ont été scannés, donc comme ils ont été virtualisés, ils ne sont pas sujets au retour vers le passé. Personnellement, en dirigeant et en écrivant, j'ai mis de moi dans certains personnages, tout comme tous les auteurs font, quoi. Donc, j'ai un père qui est physicien, donc je pense que voilà, il y a eu une inspiration à ce niveau-là. Yumi, son caractère très comme ça sur elle, avec une droiture un peu samouraï, et puis tous les problèmes qu'elle a avec Ulrich amoureux pour se déclarer, on a tous vécu ça. Les typologies telles qu'elles ont été définies, c'est-à-dire le chercheur, le guerrier, le rigolo. Ça, c'était assez posé. Mais après, nous, on leur a donné des noms de famille. Oui, Della Robbia, Ishiyama, Ulrich Stern et Jérémy Belpois. Cette méga mocheté s'appelle comme moi?
Bah, c'était en hommage, quoi. Les grands fronts. Les grands fronts de nos héros, c'était le design de Tania Palombo. Dès le départ, en fait, dès son premier petit court-métrage qui ensuite est devenu Garage Kids, qui ensuite est devenu Colyoko. Et c'est ça qui a accroché. Alors, si vous voulez, dans le design des personnages, dans le chara-design, en fait, en dessin animé, en fait, on retombe toujours un peu sur les mêmes choses. C'est-à-dire, il faut travailler. Il y a des personnages qui n'ont pas de nez, on met le nez, qui ont des grandes bouches, qui ont de petites bouches, des grands yeux, des petits yeux. Et le front, ça avait été assez peu, étonnamment, travaillé. Et depuis, ça l'a plus été non plus tellement. Et voilà, donc ça donnait un look au personnage qui était tout à fait reconnaissable. Maintenant, c'est très compliqué à dessiner. Parce qu'en fait, Tania, évidemment, la créatrice, avait un coup de main et sa patte. Maintenant, quand vous passez ça à un autre dessinateur, ça peut devenir un peu maladroit. À la fois une difficulté graphique, mais aussi un avantage parce que très reconnaissable. Un design reconnaissable entre mille. Je pense que ça fait partie du succès. Le nom Lyoko a été trouvé par Anne de Galard et ça veut dire voyage en japonais. Au début, on trouvait que c'était pas forcément facile à prononcer et puis en fait, ça a pris. C'est venu aussi parce que c'est le code que doit mettre Aelita pour désactiver désactiver les tours et voilà, donc on savait que c'était... On est d'accord que l'image de désactivation de tour, c'est la même sur chaque épisode. Mais pas que celle-là, il y a aussi l'image de patinette dans le tunnel, il y a aussi l'ascenseur qui descend. Il y a des économies. Ça s'appelle des réhutes. C'était déjà, moi, quand je suis arrivée, elle s'appelait déjà... L'identité s'appelait déjà Xana. Je pense que c'était déjà dans Garage Kids, non? Tu sais d'où ça vient? Ça vient de Xanadu. Dans le chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Citizen Kane, merci, qui est la maison d'Orson Welles. Donc en fait, comme on avait comme idée de faire une série justement avec Tania qui soit très réaliste et vraisemblable, on a voulu s'appuyer sur des décors, s'inspirer de décors réels. Donc j'ai cherché un collège-lycée où il y avait un parc, où il y avait un stade, où il y avait matière à aventure. Et je suis tombé sur la Canal à Sceaux. Donc on a été avec notre chef déco trait, c'est-à-dire la personne qui fait les décors, faire plein de photos, on a eu l'autorisation, etc. Et parallèlement, on cherchait une usine, l'usine symbole. En France, à l'époque, c'était l'usine Renault à Billancourt, à Boulogne, et en plus, elle allait être détruite. Et donc, on s'est dépêché, je me suis débrouillé pour avoir plein de banques de photos du conseil régional, de Renault, de la mairie de Boulogne, pour pouvoir s'inspirer de cette usine qui était vraiment légendaire, et pour pouvoir y mettre le supercalculateur. Il est peut-être encore là. Il est peut-être encore là, on va pouvoir le rallumer. Il est peut-être encore là parce qu'il était dans les sous-sols, il était presque sous le niveau de la scène. À l'époque, il y avait moins de dessins animés. On était à plus de 40% d'audience. C'était beaucoup. Ah oui, d'accord. En fait, ça a été diffusé l'été 2002, je crois, ou 2003, ouais, ça commence en 2003. Et ça a très vite pris. Les Américains ont beaucoup aimé. Donc, on a été une des premières séries de ce type à être diffusée aux États-Unis sur Cartoon Network. Et en Espagne, c'est un carton absolu. Ça a été diffusé, rediffusé, où ça marchait le mieux. ¿Y entonces qué pasa? Mis padres están aquí y van a ver mi película. Moi, c'était ma première série réalisée. Donc, moi, je trouvais ça normal, mais en fait, c'est pas du tout normal. Là, nous, on a enchaîné pendant 5 ans, mais bon, voilà, du coup, ça a donné 97 épisodes de 26 minutes. Alors, de façon très étonnante, on continue à recevoir des mails de fans. Comment ça se finit, Colyoko ? Alors, ils referment le supercalculateur. Qui est pour l'extinction du supercalculateur? Parce que Aelita est matérialisée à leur côté, ils ont réussi à canaliser Xana, et donc la vraie question du dernier épisode, c'est vont-ils cesser d'être des Lyoko guerriers et éteindre le supercalculateur, ou et vivent leur vie. Ou alors vont-ils continuer à se battre, mais ils décident, c'est la fin de l'adolescence en fait. Terminé.